Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de France Pet Sitter. Ici, on vous propose de découvrir les visages, les voix et les parcours de celles et ceux qui font vivre notre belle communauté. Membres du bureau, administrateurs, partenaires ou encore pet sitters engagés. Ils et elles partagent avec nous leur histoire, leur engagement, leurs valeurs et ce qui les anime au quotidien. Un moment d'échange pour mieux se connaître, s'inspirer et rappeler que derrière chaque professionnel du pet-sitting, il y a un humain passionné, compétent et profondément investi dans le bien-être animal. Je suis Cyril Bauchet et j'ai le plaisir de vous offrir cette conversation avec Anne-Sophie Habert, administratrice au conseil d'administration de l'association. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Cyril. Alors merci de me consacrer quelques minutes pour cette interview et puis pour démarrer, j'aimerais que tu puisses te présenter à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et nous dire quelle est ton activité professionnelle et puis aussi ton rôle au sein de l'association. Alors, je suis cat-sitter et comportementaliste félin et je suis un peu plus cat-sitter que comportementaliste désormais depuis 1 an ou 2 parce que le cat-sitting me prend beaucoup de temps et j'adore vraiment ce que je fais à m'occuper de tous mes petits protégés chats et surtout parce que je peux approfondir avec certains clients réguliers sur les comportements du chat. Donc, je reste comportementaliste, mais disons que c'est une comportementaliste plus juste pour mes petits chats en cat-sitting. Voilà, on tisse des liens, tout ça, donc c'est très chouette. Et mon rôle au sein de l'asso, eh bien, écoute, je suis membre du conseil d'administration. Alors justement, comment, puisque tu parlais donc de ton métier de cat-sitter, comment tu as découvert ce métier de cat-sitter et puis finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? Alors moi, j'ai découvert le métier de cat-sitter parce qu'en fait, j'avais une activité professionnelle avant, donc c'est une reconversion. Et voilà, je trouvais plus mon compte et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie en fait ? Et je venais d'adopter un chat, enfin ça faisait déjà quelques années, mais je m'intéressais vraiment aux chats, aux animaux de manière générale, mais principalement aux chats. Et donc ce qui m'a donné envie, c'est mon chat, la toute base. Mais après, c'est aussi le fait que je me retrouvais plus dans mon ancienne vie professionnelle. Et donc je me suis demandé, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Et donc je me suis renseignée sur les métiers autour des animaux et plus particulièrement du chat. Et je suis tombée sur le métier de comportementaliste et donc ça fait 7 ans, à peu près 7 ans que je suis tombée là-dessus, le temps qu'après je me forme, tout ça. Et donc à l'époque, c'était vraiment quelque chose de pas ou très très peu connu. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. Donc voilà, j'ai quand même réfléchi à faire une rupture conventionnelle, tout ça. Et donc je me suis lancée dans une formation pour être comportementaliste félin. Et j'avais bien conscience que en vivre, c'était pas forcément facile au début. Et donc il fallait que j'ajoute plusieurs cordes à mon arc. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aussi faire du pet sitting, donc du cat sitting exclusivement donc félin. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et en fait, le métier de comportementaliste, mes bases, toutes mes connaissances me servent tous les jours dans ma vie de cat sitter aujourd'hui. Et puis bah, je me suis lancée parce que c'était le moment où jamais, voilà, j'étais encore un peu jeune, pas d'enfant, voilà, la vie familiale était, voilà, je me suis dit c'est maintenant. Et en fait, je pense que j'ai toujours voulu lancer mon entreprise, mais je savais pas dans quoi. Et là, vraiment, c'était le déclencheur. Donc je me suis dit, on y va, c'est parti. Est-ce que tu as une anecdote, on va dire, marquante que tu as vécue lors d'une garde ou d'une consultation que tu peux partager avec nous ? Alors, si tu me permets, peut-être 2, une bonne et une moins bonne, parce qu'il faut toujours commencer par les moins bonnes et terminer par les bonnes. C'est la moins bonne, on va commencer par celle-ci. Donc c'est plutôt sur le pet sitting, là, le cat sitting. Au début, c'est vrai que voilà, on se dit qu'on va accepter tout. Alors qu'on s'était fixé des règles. Et moi, je me souviens que j'avais accepté un petit chat qui avait pas de sphincter. Si tu veux, c'est un peu comme les pigeons, dès qu'ils ont envie de déféquer, voilà, ça tombait là où il était. Et puis, c'était un appartement au 6e étage, sans ascenseur, en plein été. Et puis, la personne m'avait demandé de faire
de faire un geste commercial. Donc moi, c'était mon premier été, tout ça. Et j'avais dit OK. Et en fait, la garde s'est assez mal passée. L'appartement, je l'avais retrouvé dans un état pas possible. Et enfin, il y avait des verres partout. Et en fait, le chat avait tout fait tomber. Et il y avait des morceaux de verre partout. Et moi, bon, c'était vraiment tout début de mon activité. Et en fait, voilà, j'avais très peur pour le chat. Le chat avait fait caca partout. Voilà, donc ça c'est une anecdote que je referai pas parce qu'en fait la garde déjà de base avait mal commencé, non pas parce que l'état de santé du chat était un petit peu compliqué, mais parce que l'appartement était pas forcément très propre, parce qu'ils avaient pas rangé, parce que ça sentait un peu des effluves de soirée. Voilà, donc en fait quand on ne le sent pas, si je peux dire ça à nos écouteurs qui sont pet-sitters, quand vous le sentez pas, ne le faites pas. Parce que voilà, on tombe sur des choses parfois comme ça qui sont un peu dures à vivre et d'autant plus quand on a fait un petit effort financier. Donc voilà, si on le sent pas, on le fait pas. Et ma deuxième histoire, c'est mon histoire avec Madou, un de mes petits chouchous, disons. Madou, c'est un petit chat que j'ai eu, et qui se cachait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fait, donc moi j'ai commencé il y a 5 ans, et ça fait 4 ans et demi que je l'ai en garde, donc ça fait un petit moment. Et au début il se cachait tout le temps, et en fait au bout de 4 ans et demi maintenant, c'est un chat qui vient sur mes genoux, c'est un chat qui joue, c'est un chat qui est vraiment, enfin voilà quoi, qui est adorable avec moi. Et en fait, ce que moi j'adore, c'est pas forcément une anecdote précise, mais si tu veux, c'est le fait que j'ai pu travailler avec mes connaissances de comportementaliste, travailler au corps finalement ce chat pour qu'il ait confiance en moi, pour qu'il agresse pas, pour qu'il se sente bien. Aujourd'hui, voilà quoi, c'est vraiment fusion totale, câlin, ronron, et c'est un gros travail parce que ça a mis 2 ans en fait. Ça, c'est vraiment un truc pour moi qui est hyper valorisant. Ouais, c'est une Donc, vraie victoire en fait, hein. oui, voilà, c'est ça. Et puis aussi, c'est une volonté de la part des humains de Madou qui ont aussi fait pas mal de changements dans son environnement pour qu'il soit bien. Donc ça c'est vraiment chouette quand le chat veut bien, les humains veulent bien, et puis que bah moi je mets tout mon cœur et que ça fonctionne. C'est voilà, de voir que ce qu'on fait ça fonctionne vraiment, il n'y a pas de plus beau cadeau. Alors, sans transition, comme on dit, bah, tu as été aussi modératrice, hein, du groupe Facebook de l'association France Pet Sitters. Alors, qu'est-ce que cette expérience, finalement, t'a appris sur la communauté des pet sitters? Alors, j'ai appris qu'on était énormément de professionnels du pet sitting sur tout le territoire. Et je pense que j'en avais pas forcément conscience. Et d'ailleurs, hier, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment même j'ai connu l'asso France Pet Sitter. En fait, je n'ai pas la réponse. Enfin, c'est sûr que c'est sur Facebook, mais je me souviens pas du tout de comment ça s'est fait. Mais j'ai pris conscience, donc on était énormément et qu'on était beaucoup, mais pas tous avec le même niveau d'information. Voilà, il y en a, ils ont juste leur petite boîte et ils savent pas trop comment faire. Il y en a, ils ont plus de formation. Il y en a, ils en ont moins. Il y en a, voilà. Et donc j'ai aussi appris que cette communauté était super importante pour nous faire évoluer individuellement et collectivement. Et ça, c'est très important parce que on pose une question, les réponses sont toujours bienveillantes, et on a toujours une information qui est fiable. Et donc pour ceux qui ont un niveau d'information peut-être un peu moins important, bah là ils peuvent aller trouver des réponses. De la même manière, parfois tout le monde est pas forcément à l'aise avec les outils digitaux pour la communication. Et là, tout ce qu'on fait, nous, en tant qu'asso, je trouve que ça peut aider les personnes à être plus à l'aise avec les outils digitaux, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on touche quand même principalement nos prospects, nos clients par les réseaux, sauf peut-être certaines populations comme peut-être les personnes plus âgées, mais malgré tout, voilà. Donc c'est chouette de pouvoir avoir de l'info sur notre communauté, enfin sur notre groupe Facebook, et puis via notre communauté, quoi. Donc voilà, je vois un réseau avec une vraie bienveillance, une envie d'aller de l'avant,
pour faire connaître le métier de pet-sitter aussi. Ça, c'est vraiment commun aux 2000, je sais plus combien on est, 2100 membres, je crois, sur Ouais, la. c'est ça à peu près. Donc voilà, je vois vraiment qu'on a enfin, un même chemin, une même direction pour faire valoir les valeurs de l'association et du métier. Et voilà, c'est vrai que être pet-sitter, c'est un métier où on est quand même souvent seul. Quand on fait que ça, il y en a qui cumulent enfin un autre métier à côté. Donc vraiment là, je vais plutôt me dire que moi, je suis en 100%. C'est vraiment l'activité qui me fait vivre et on est quand même seul la majorité du temps. Ça pèse pas forcément lourd enfin, sur tout le monde. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, ça me va très bien. Mais voilà, parfois on tisse un petit peu avec le réseau local des 5 ou 6 pet-sitters sur la région où on est. Mais on est quand même seul et on n'a pas de collègues à la machine à café le lundi matin pour débriefer du week-end. Voilà. Et en fait, ce groupe-là aussi, bah, il est important, le groupe Facebook, pour... bah, parfois, il y en a, c'est vrai, qui mettent un truc, une petite publication pour dire... Euh, là, vraiment, ça va pas, je m'en sors pas avec le client. Est-ce que vous avez eu des situations comme ça? Et c'est vrai que parfois, on a 80, 100, 200 réponses. T'inquiète pas, ça va aller, lâche pas. Et donc, ça, c'est vraiment cette bienveillance-là sur ce groupe de l'asso. C'est vraiment super chouette. Même si bah, la personne qui nous répond, c'est un inconnu derrière un écran. Mais ça fait, je pense, quand même du bien à beaucoup d'entre nous. C'est vrai que si à nos débuts on avait connu ce genre d'entraide, c'est vrai que ça aurait pu nous aider dans beaucoup de situations, je pense. En tant qu'administratrice du conseil d'administration, donc aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton engagement bénévole? Pour moi, c'est vraiment un poste important parce qu'on est au cœur des décisions de l'association, de la vision globale et future de l'association. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a du poids pour moi. Pouvoir faire valoir notre vision des choses parce qu'en fait, on nous demande tout le temps qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut réfléchir à la communication, aux engagements qu'on voudrait avoir, à une charte, enfin voilà, à tout plein de choses. Donc on participe au futur de l'asso, mais aussi au futur du métier de pet sitting, hein, de pet sitter, pardon. Donc pouvoir faire valoir notre vision des choses et aussi celle de nos collègues, parce que moi j'ai pas mal de collègues dans mon secteur, la plupart sont à l'association, mais c'est vrai que on peut prendre bah, des retours et puis du coup faire évoluer l'asso. Bah, là on pense comme ci, là on pense comme ça. On est au plus proche de nos collègues et des décisions que l'asso peut prendre bah, pour les adhérents finalement, parce que c'est ça le but. Et du coup la rendre plus puissante auprès des autorités aussi par la suite, des autorités des institutions, toujours dans le but de faire valoir le métier de pet sitter comme un vrai métier, pour que notre voix soit entendue. Et je trouve donc que c'est épanouissant bah, d'être au conseil d'administration pour pouvoir être porte-parole d'une vision. Et je pense aujourd'hui que même si l'asso, là, on fait beaucoup de choses. Je pense qu'on a encore plein de choses à créer. En fait, on a tout à créer. Et ça, c'est hyper motivant. On n'a pas souvent l'occasion. On n'a pas souvent des occasions comme ça de rentrer. Moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis à l'asso. Donc, je suis rentrée pas au tout début, mais quasiment. Moi, en si peu de temps, finalement, j'ai vu comment elle a pu évoluer. Et je trouve que là, cette occasion-là d'en faire partie et de la voir évoluer, moi j'ai hâte d'être dans 5 ans pour voir tout ce qu'on aura accompli et j'espère dans le bon sens des choses, quoi, surtout auprès des institutions et pour faire reconnaître le métier. On parle depuis tout à l'heure, hein, dans notre échange du métier, de ce professionnel du pet sitting. Et justement, j'allais te dire en quoi la posture de ce professionnel doit aller finalement au-delà de la simple garde d'animaux. Alors je pense que c'est une très bonne question, voire peut-être la meilleure de toutes les questions. Parce qu'on est des professionnels, comme tu dis. Et c'est ce que je disais un peu dans ma présentation. Pour moi, c'est pas juste garder un animal, mon métier. Pour moi, c'est d'abord et avant tout créer du lien avec le client.
puis avec l'animal, bien sûr. On essaye de comprendre l'animal, de parfois intervenir ou réfléchir s'il y a un comportement, difficile ou spécifique, comme là, par exemple, j'avais fait avec, Madou. Hem et on veille aussi et surtout, à la bonne sécurité et au bon bien-être, de l'animal, à sa santé tout au long de la garde et ça, c'est hyper important. Parfois les gardes sont longues, par exemple en été, moi j'ai des gardes de 3 semaines et quelques jours, et il faut veiller, à ce qu'on apporte à l'animal. Il faut veiller que ce soit suffisant en termes de stimulation bien sûr, parce qu'un passage par jour de 30 ou 45 minutes ou 1 heure même, ça passe quand même assez vite, surtout sur 3 semaines, ça peut faire long. Mais il faut aussi, voilà, bien se dire: «Est-ce que le chat a bien bu? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a bien été à la litière?» Hem On n'est pas vétérinaire, mais il y a quand même des bases, à surveiller de santé qui sont hyper importantes. Exemple, en été, il fait chaud, il faut que vraiment veiller que tout se passe bien, que, il ait pas un coup de chaleur. Enfin voilà, il y a tellement de choses à surveiller. Et c'est là où pour moi c'est vraiment un métier parce que c'est pas juste on va donner des croquettes et on va faire la litière. Et je pense que ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Autant les particuliers que, les personnes qui font ça de manière pas déclarée. On se dit que c'est facile, mais en fait, c'est pas facile. Enfin voilà quoi, c'est pas évident forcément de faire attention à tout ça. Pour ma part, en plus de la santé et de la confiance que j'essaye d'avoir avec mes clients, je fais aussi très attention à la maison, aux volets, s'ils sont fermés, ouverts, si c'est plein soleil, s'il y a eu une fuite d'eau, s'il y a eu une coupure d'électricité. Tout ça, c'est des petites choses. Le ramassage du courrier, par exemple, je le propose, l'arrosage des plantes. Bref, moi, je pense que je veille au grain de manière approfondie, c'est-à-dire le chat, la maison, les clients, pour que tout le monde se sente bien et surtout en confiance, parce que c'est quand même un vrai service, c'est des gens qui payent, parfois cher, hein, en fonction du secteur, où on est en France, c'est plus ou moins cher et moi je mets à cœur, de donner un service, vraiment, de qualité, au vu du prix, payé et puis, enfin moi ça me semble évident, enfin je veux dire, voilà. La confiance, avec le client elle se crée comme ça, et moi je veux que mes clients se disent qu'ils ont eu un service de qualité supérieure. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il faut pas oublier, que nos clients, ils nous laissent 2 choses hyper précieuses, c'est leur chat, mais aussi leur maison et leur maison avec tous leurs effets personnels. Donc il faut que la confiance soit là et elle se crée au tout début avec l'après-visite, mais aussi après, quand on a fait 1, 2, 3, 5 gardes et que ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Ça veut dire qu'ils sont contents de nous. Donc voilà, pour moi, c'est pas juste une simple garde d'animaux, c'est vraiment une totalité, la maison, la confiance, la santé de l'animal, et puis parfois c'est des parcours de vie aussi. Moi je sais que j'ai des clients, bah, qui, se séparent. Voilà, donc il y en a qui gardent un chat, l'autre qui garde le deuxième chat s'il y en a 2. Il y en a qui vont, se marier, donc je vais garder le chat pendant le mariage. Et donc ils vont m'envoyer des photos. Il y en a qui, vont avoir des enfants, donc ils vont me demander comment on peut faire pour que, on accueille l'enfant dans un environnement qui est bon par rapport au chat. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment des parcours de vie. On se suit quand ça fait 4, 5 ans qu'on se connaît. Il y a la confiance et puis presque on devient, c'est pas des amis, mais voilà. C'est vraiment super d'accompagner tout le monde, dans dans la vie, quoi. Évidemment, il y a les petits chats aussi qui s'en vont, hein. Il y a des petits chats qui ont 20 ou 22 ans et puis, bah, on sait que ça sera peut-être le dernier été. Mais, bon, bah, c'est comme ça aussi. Alors maintenant, je vais te demander de sortir ta boule de cristal, Anne-Sophie, et puis me dire, selon toi, quelles sont les évolutions à venir dans notre métier dans les prochaines années, et puis finalement, comment cela peut aussi impacter l'association. Alors je le disais aussi, j'ai commencé un peu à l'introduire, par rapport au métier et à la reconnaissance de notre métier. Moi, je pense que la meilleure évolution qui pourrait, venir, dans notre métier, c'est la reconnaissance du métier en tant que tel, que ce soit un vrai métier,
que ce soit reconnu, peut-être éventuellement avec une formation diplômante, ou enfin voilà, comment on peut voir ça avec les institutions, avec l'État. Je sais pas comment ça peut être mis en place, mais ça serait vraiment super. Ça éviterait aussi le travail non déclaré, ou en tout cas les gens qui font appel à ces personnes-là prendraient conscience que le pet sitting, c'est pas juste donner des croquettes et de passer 30 secondes pour voir si le chat est en vie. Voilà, donc un vrai métier bien reconnu. Et aussi, pourquoi pas, la possibilité d'avoir le statut de service à la personne, hein, pour qu'on soit aussi accessible à un plus grand nombre, et du coup aussi limiter par conséquent le travail non déclaré, parce qu'on est plus cher, parce qu'on a nos charges, parce qu'on a l'URSSAF, et il y en a qui payent la TVA. Donc voilà, il y a des régions où les gens, ils ont pas forcément les moyens de faire appel à un cat-sitter ou un pet-sitter pro, et c'est bien dommage, parce que si on pouvait avoir une petite déduction service à la personne, je pense que ça aiderait nos pet-sitters, et ça mettrait pas en danger les animaux qui sont gardés par des particuliers. Pour moi, c'est vraiment important. Donc avec la reconnaissance du métier, une formation à l'appui peut-être, on limiterait les petits jobs d'été, les personnes non qualifiées, et donc, comme je viens de le dire, potentiellement des accidents. Moi, je sais que je suis qualifiée chat, mais je sais que chez les chiens, c'est quasi encore pire, quoi. Parce que, voilà, un chien qui attaque, ou un chien qui va manger un truc, et que le petit jeune qui a 17 ans, qui va balader le chien, ne sait pas que la plante est toxique, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc voilà, pour moi, il faut un petit peu légaliser et cadrer tout ça. Comment cela peut impacter l'association? Si on est l'association référente le meilleur réseau de professionnels des pet-sitters, ça peut donner aux pros de notre réseau du soutien et du poids pour les formations. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à faire. On a des super partenaires comme Vox, comme Kilicat, pour les formations et pour tous nos pros. Il y a 1000 choses à faire pour aider nos collègues qui ont envie de se former, pour être un peu plus que pet-sitter. Comme je disais aussi, moi, le comportement m'a aidé dans le pet-sitting à trouver des solutions, parfois sur des chats qui agressent ou quoi. Si j'avais pas eu ces connaissances-là, j'aurais eu plus de mal. Donc voilà, tout ça, ça peut impliquer très fortement l'association, parce qu'on aurait du poids, qu'on serait une référence dans le domaine, et ce serait vraiment pour moi incroyable. Voilà, je pense qu'il y a peut-être encore plein d'évolutions dans notre métier, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Faire reconnaître, et puis être vraiment des pros, des vrais pros sérieux, et que la population de particuliers qui a besoin d'un service comme le nôtre se rende compte que c'est un vrai métier, et qu'on travaille dur, hein, parce qu'on travaille 7 jours sur 7, on a très peu de vacances, et au final, on gagne pas si bien notre vie que ça. On adore les animaux, on le fait pas pour l'argent, mais il faut quand même pouvoir en vivre. Merci infiniment Anne-Sophie d'avoir accepté ce jeu de l'interview. À très bientôt, au revoir Anne-Sophie. Merci Cyril, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de l'association France Pet-Sitter. Si vous avez aimé cette rencontre, pensez à suivre ce podcast pour ne manquer aucun témoignage. Et surtout, n'oubliez pas, s'engager pour le bien-être animal, c'est une vocation qui guide chaque pet-sitter. À très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle voix, une nouvelle histoire.